Vous avez très certainement entendu parler du marché immobilier. On sait à quel point il est extrêmement, difficile de trouver, que ce soit un appartement ou autrement, que ce soit difficile aussi de trouver une maison à acheter. Mais surtout, on va se le dire, les prix ont complètement explosé. À ce stade-ci, c'est pas très compliqué. On pourrait penser que la prochaine génération n'aura pas les moyens de se payer une maison. Il faut probablement que la génération X fera partie de la dernière, grosso modo, génération à pouvoir s'acheter une maison. Mais il y a des options qui apparaissent, des possibilités. Et l'une d'entre elles, c'est pas très compliqué, c'est le cohabitat. Il y a eu un projet récemment, et il y a un projet en fait, qui est en marche et qui semble évoluer, mais c'est pas nécessairement évident. Et justement, pour nous en parler aujourd'hui, on est très content de recevoir Stéphane Brochu. Stéphane Brochu, bonjour, bienvenue parmi nous. Salut, je suis content d'être ici. Ça fait longtemps que j'ai eu accès à cette télé gaspésienne-là. Content de te recevoir parce que là, c'est bon, on te connaît dans d'autres vies, mais là, maintenant, tu es... Puis là, on va se le dire, c'est un sujet qui est complexe à laquelle tu as participé ou dans lequel tu participes en fait de façon active. C'est le projet Côtoie. Le projet Côtoie, c'est un projet de cohabitat. Là, quoi? Toi, t'es coordonnateur pour le projet en tant que tel. Ça marche comment, ça? Oui, bien, en fond, c'est une entreprise d'économie sociale qu'on a mis en place. Puis je suis au sens du registre des entreprises, je suis le dirigeant non votant. Puis au sens des administrateurs de la compagnie, je suis le coordonnateur. Parce que ça demande, à cette étape-ci, beaucoup de coordination. Il y a beaucoup de mobilisation citoyenne qu'on doit faire. Les membres du conseil d'administration, comme toute entreprise d'économie sociale, c'est des entreprises, c'est des bénévoles. Donc, c'est vraiment du temps gracieux que les gens nous offrent. Puis le fait que j'ai déjà travaillé j'ai eu plusieurs occasions de travailler en économie sociale dans ma vie, bien, on a décidé avec une gang de gens qui considéraient la crise du logement actuel qu'on vit comme étant une façon de se mobiliser pour arriver à diminuer la crise, dans le fond, l'intensité ou la pression qu'on vit présentement. OK. Là, ce que je comprends, donc, entreprise d'économie sociale dans le domaine, justement, de l'habitation en tant que tel. Puis là, c'est un concept un peu particulier, un petit peu particulier, dis-je. C'est une solution innovante de ce que je comprends pour faire face aux défis sociaux, environnementaux, permettant justement l'accès à la propriété. Mais quand on parle de cohabitat exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'entends coop, habitat. Oui. C'est d'entendre des bonnes choses. C'était l'intention qu'on avait du co pour la cohabitat, mais de coopérer aussi. Il y avait beaucoup de sens. Il y a beaucoup de sens dans le co et dans le toi aussi, où est-ce que c'est toi individuellement, mais aussi le toi, parce qu'on l'écrit le TOIT. Fait qu'il y a vraiment... dans le fond, quand tu parles d'innovation, moi, je fais attention à ça, parce que l'innovation, dans une trentaine d'années, on appelait ça le progrès. Fait que j'ai comme un genre de retour qui me revient, peut-être à cause de notre âge, mais pour moi, on n'innove pas nécessairement. On a identifié une situation de crise qu'on a appelée, nommée pas par nous, mais par des experts, comme Raymond Chabot de Grant Thornton a fait une étude dernièrement qui démontrait qu'à Gaspé, un taux d'occupation en bas de 3 %, bien, dans l'esprit, dans nos outils qu'on a pour identifier si c'est une crise ou pas une crise, en bas de 3 % de disponibilité de logement, on appelle ça une crise. On a un problème. On a un problème, clairement. Tu l'as nommé. Donc, on s'est donné le guts d'identifier des objets visés, de créer une compagnie. Et pourquoi qu'on l'a créé sans but lucratif? Ben oui, j'ai des skills, j'ai des habiletés, une expertise à avoir géré des entreprises d'économie sociale dans ma vie. Et puis, on s'est rendu compte que 95 % du marché canadien en immobilier étaient des entreprises à but lucratif. Donc, on s'est dit, voici une belle occasion d'introduire l'économie sociale à l'intérieur d'une industrie qui a un historique de capitalisation matérielle, d'où le fait que tu parlais tout à l'heure en introduction que ça fait en sorte qu'on se rend compte que des jeunes de notre génération n'ont pas les mêmes moyens que j'avais, moi, il y a 35 ans, 40 ans, pour pouvoir investir dans l'immobilier. D'ailleurs, le mot « investir dans l'immobilier », c'était vraiment ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai appris par mes planificateurs financiers, mes parents, mes cousins, mes mononcles. Et puis là, on se rend compte que on pense
côtoie, les gens qui travaillent alentour de nous, on pense que ça a atteint sa limite. Et puis, dans l'histoire d'économie sociale, j'ai vu souvent, moi, dans mon expérience, que l'économie sociale était une belle façon de régulariser un peu ce que le marché traditionnel, le marché libre à but lucratif permettait de réguler, mais on se rend compte que présentement, c'est pas régulable. Donc, on pense que l'économie sociale va permettre ce souffle de régulation. Mais là, l'idée, c'est quoi? J'essaie de voir le concept de coopérative là-dedans. On se retrouve avec plusieurs personnes, finalement, qui achètent ensemble ou qui partagent des services ensemble? Oui, clairement. Comme je te dis, on n'a pas innové. Ça existe déjà à travers le Canada. Ils appellent ça des stradas à Vancouver. Ici, au Québec, on a beaucoup plus... on connaît beaucoup plus le secteur coopératif, des coopératives d'habitation. Il y a des OBNL d'habitation. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait au Québec beaucoup d'OBNL et de coopératives d'habitation, mais qui avaient déjà une posture de cohabitat. La grande différence entre une coopérative traditionnelle, qu'on la connaît là, dans les années 70, et maintenant, c'est que le concept de cohabitat pourrait ressembler à ce qu'on appelle les formules condo. Donc, je m'achète un condo dans un édifice qui a 20 portes ou qui a 20 unités d'habitation. Il y en a qui ont 150 unités d'habitation. Mais il y en a à 20 unités ou il y en a même à 6 unités d'habitation. Il y a même des quadruplex à Montréal. On est 4 propriétaires. Et puis, on s'est donné à partage la cour, le nettoyage, l'extérieur du bâtiment, des éléments dans lesquels, où est-ce que si je suis tout seul, ça devient dispendieux, mais si je le partage, ça devient plus équitable. Nous, on met un cran de plus parce que les cohabitats, ce qu'on en comprend, c'est que les cohabitats, c'est qu'ils font un cran de plus où est-ce que les communs, qu'on appelle traditionnellement dans les endroits où est-ce que c'est des condos. Je vous donne un exemple. J'ai un ami, moi, qui est dans un groupe condo. Il est propriétaire. Il y a 20 unités de condo. Puis ensemble, ils se sont payés une salle de gym, une piscine, puis ils ont des frais de condo. Ces frais de condo-là sont souvent donnés à gestion, donc à gestion à but lucratif. Donc, l'intérêt à but lucratif, c'est quoi l'équité face au sans but lucratif? Quand est-ce que j'investis, puis mon capital de risque me permet d'avoir 80 % de profit, quand peut-être que d'autres auront 20 %. Donc, l'économie sociale, à notre avis, c'est un genre de régulateur pour arriver à introduire l'équité dans le prix équitable ou le tarif solidaire que j'appelle souvent. Donc, de voir comment que l'économie sociale, dans un secteur qui, à notre avis, a perdu le rythme, a perdu l'équité, bien, c'est là l'intention de notre groupe. Puis depuis 2 ans, on fait la promotion sur l'équité en immobilier. Fait que là, si je comprends bien, dans le fond, bon, chacun a son logement, mais on partage certains types de services. Ouais. On pense, par exemple, je sais pas moi, normalement, chacun a sa laveuse, sécheuse ou des choses comme ça. Chacun a sa tondeuse, chacun a sa souffleuse et ainsi de suite. Tandis que là, il serait possible de mettre en commun des outils, des ressources pour le bien des différents copropriétaires. Oui, dans le sens que il y a le groupe identifie qu'est-ce qui est prioritaire. Si moi, j'ai besoin d'avoir mon robot culinaire dans ma maison, parce que c'est ma maison à moi, c'est mon unité de logement, je suis propriétaire de mon unité. Puis si moi, mon robot culinaire, j'en ai besoin à tous les jours, à toutes les semaines, où je considère qu'il faut qu'il soit dans mon armoire, bien, si à un moment donné, on se rend compte qu'après 6 mois, tu t'en es servi une fois, peut-être que dans une année, l'année subséquente, on va se parler entre nous autres, on va dire, hey, imaginons-nous qu'on est 15 propriétaires, on partage à 15 des weed eaters, j'ai pas de besoin d'avoir 15 weed eaters, j'ai pas de besoin d'avoir 15 tondeuses. Est-ce que je partage les frais de déneigement, réparation du chemin? Il y a des éléments dans lesquels le modèle cohabitat, c'est une économie de partage, une économie circulaire, mais sans but lucratif. Le sans but lucratif, à mon avis, vient donner le ton de l'équité. On n'est pas en train de louer notre équipement aux autres, finalement. On le partage, on l'achète en commun, puis on le partage en commun. On le partage en commun, puis ça va aussi créer de l'emploi. Dans le fond, quand on est un entrepreneur social dans une entreprise sans but lucratif, bien, la pérennité passe souvent par la permanence. Donc, comment en groupe? C'est quoi la masse critique? Donc, je comprends bien que si on est 3 propriétaires, on ne peut pas se payer un gestionnaire. Mais à partir de quand qu'on peut se payer un gestionnaire pour arriver à gérer l'ensemble de ces services-là? Nous, présentement, on a établi de 12 à 18 unités d'habitation. La littérature, présentement, démontre que fiscalement parlant ou financièrement parlant,
à partir de 12, on peut commencer à générer une certaine économie d'échelle. Mais c'est cette économie d'échelle-là qui, dans un marché traditionnel, nous amène à dire, bon, ben, je vais faire 80%, puis quand est-ce que je fais 60%? Moi, je dis pas que les entrepreneurs à but lucratif doivent pas faire de profit. Ce qu'on dit, nous, c'est que tu sois un entrepreneur sans but lucratif ou que tu sois un entrepreneur social ou entrepreneur à but lucratif, ce qu'on souhaite, nous, c'est de mieux comprendre l'écosystème et l'équité qu'on retrouve là-dedans présentement, considérant que nos jeunes n'ont plus les moyens de se payer ça. Donc, il doit inévitablement avoir une brisure dans le processus. Là. Fait que là, le but ultime là-dedans, c'est pas de faire un profit financier à part en tant que tel, c'est d'avoir la capacité de se loger en partageant finalement les ressources avec les autres. Ce qui devrait être depuis plusieurs années, puis pour X raisons, l'écosystème s'est dérégulé. Puis nous, on pense que l'économie sociale, c'est une belle fenêtre pour arriver à lever le voile sur certaines régularités. Ouais. Parce que les entrepreneurs qui font ça depuis des millénaires ou depuis plusieurs années, qu'on appelle à but lucratif, notre fameux 95%, il y a inévitablement des bonnes pratiques, il y a une expertise, il sait comment construire. Mais nous, on pense qu'en économie sociale, on peut aller chercher cette expertise-là, mettre en place les moyens pour arriver à mettre des indicateurs qui va réguler un peu les déséquilibres qu'on considère actuellement présents. D'accord. Donc, ça, c'est le concept en tant que tel. Puis, dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. On met en commun des ressources de façon à ce que tout le monde se puisse se loger. Transparente et équitable. L'idée, c'est que là, on lève le voile sur quand est-ce que je décide que c'est moi qui mérite d'avoir 20%, 10%, 80%. Puis c'est en gang qu'on va le faire. On pense qu'en gang, c'est plus gênant à un moment donné d'être déséquilibré. Là. Tu sais, l'écosystème collectif nous amène à s'entendre. Si on a le goût d'être inéquitable entre nous autres, ben on sera inéquitable entre nous autres, mais ça sera par choix. D'accord. Donc, ça, c'est pour le concept en tant que tel au niveau du cohabitat. Là, c'est l'idée, là, c'est apparu comme vous en avez simplement entendu parler quelque part ou c'est comme vous avez décidé que ça n'a pas de maudit bon sens, la planète est en train de pourrir puis on veut agir. C'est parce que là, c'est quasiment une idée familiale. Bien, c'est devenu une opportunité familiale. Mais moi, quand j'ai arrêté de travailler dans l'événementiel, où est-ce que j'étais un gestionnaire d'entreprise d'économie sociale, ben je me considérais jeune pour avoir le vocable de « je suis à la retraite ». Donc, quand les gens me disaient « tu fais quoi », je comprenais qu'à l'âge que j'avais, à 55 ans, d'être encore gestionnaire d'événements, où est-ce que ça demande beaucoup d'énergie. C'est comme un marathon. Là, on vient de passer à travers le Festival de musique du bout du monde, là. Les gens qui en font la gestion en savent quelque chose. Fait que moi, j'avais plus cette capacité-là. Je considérais, puis c'est très normal, là, à 50, 55 ans, dans cette industrie-là, sont rares les directeurs généraux d'événements qui font de l'événementiel. On peut faire la consultation, on peut être bénévole ou on peut faire des mandats. Sur le frontline, mais d'être sur le frontline, c'était beaucoup. Tandis que dans la construction, c'est probablement autant beaucoup. Mais moi, je suis plus en phase de développement présentement. Donc, je suis un promoteur immobilier sans but lucratif. Puis toi, t'avais entendu parler de ça quelque part? Ou... C'est ça. J'avais entendu la situation de la crise de logement. Ouais. Ça, c'est la première. C'est 2020-2021, période du COVID. Là. Donc ça, c'est venu m'interpeller. Puis je me suis dit, ça va être quoi le sens que je vais donner dans les, mettons, 10 prochaines années à mon travail? Bien, c'est là où est-ce que l'immobilier est devenu un intérêt. Puis ça a donné en même temps que j'ai eu des enfants qui avaient besoin de se loger. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait justement la problématique qu'on vient de parler depuis tout à l'heure. Où est-ce qu'il serait endetté? Moi, je me suis rendu compte dans les années, dans cette période-là, qu'il serait endetté 10 fois plus que je l'étais il y a 30 ans quand moi, j'ai décidé d'acheter ma première maison. D'accord. C'est quand même quelque chose de réaliser ça. Ma fille, elle a décidé de s'acheter un terrain. Et puis, c'est là où est-ce que le terrain était tellement grand. C'est 1,7 km de long, 300 mètres de large, donc 1700 mètres de long. Gros terrain. Un beau gros terrain avec un beau potentiel. C'est là où est-ce que on s'est parlé en gang, en famille, parce qu'effectivement, ça a commencé en famille en se disant tiens, tu as une expertise, on a une volonté, on a une contrainte, il y a une dynamique présentement sociale.
bien, pourquoi qu'on n'arrive pas à implanter un modèle collaboratif en immobilier? On n'était pas encore dans le cohabitat. Puis rapidement, Océane puis Renaud, son conjoint, ont lancé l'idée, hey, on connaît un cohabitat à Québec. On va-tu suivre une formation? On est dans 2022, là, la chronologie. On est allé suivre une formation, une journée qui nous ont accueillis, nous ont expliqué c'était quoi leur cohabitat, qui avait implanté en situation de crise, la crise de 2008-2010 de logement. On n'est pas à la première crise. Et nous avons trouvé que c'était une alternative intéressante pour pouvoir habiter puis partager ce terrain-là, qui, dans un modèle traditionnel à but lucratif, j'aurais pu arriver aussi à faire une démarche à but lucratif, mais on a décidé d'y aller, d'explorer le volet sans but lucratif. Donc, c'est venu de là. Après, on s'est dit, on est-tu dans une chambre d'écho, on est-tu juste les gens qui considèrent que c'est bon? Au mois de juin 2024, on a fait un appel à tous, puis on s'est retrouvé avec une trentaine de personnes alentour d'une salle, dans une salle. Fait que là, on s'est dit, c'est comme il y a un intérêt. Et puis, on est allé voir la ville. On était déjà pour parler avec la ville. On savait que les OGAD s'en venaient. On savait qu'il y aurait des modifications. On y reviendra aux OGAD. Puis, parce qu'on est, imaginons-nous, juin 2024, puis les OGAD ont été implantés le 1er décembre 2024. Donc, dans la même année, on s'est dit, on va prendre l'avance, on va prendre la température. On savait qu'il y avait un déséquilibre, puis on savait qu'il y avait des préoccupations auprès du gouvernement de pouvoir légiférer ou actualiser ces orientations-là. Et puis, donc, fort de notre mobilisation, on a décidé dans 2024 de faire des conférences, des représentations. On a mis en place une entité morale qui s'appelle Côtois pour pouvoir développer des cohabitats. Donc, on a de l'aide depuis ce temps-là. Donc, c'est à peu près 2 ans dans lesquels je travaille comme coordonnateur. D'accord. Donc là, il y a eu l'achat du terrain, ça c'était dans le coin de Sandy Beach. Là, vous avez donc identifié la possibilité, l'opportunité en fait, de faire face à une crise, et vous avez vu l'opportunité donc de développer un concept de cohabitat. C'est là au niveau des démarches, là on s'entend, c'est concept innovateur. Ville de Gaspé, MRC, Côte de Gaspé et tout, tu débarques avec un concept de cohabitat, c'est pas dans les us et coutumes de la maison en tant que telle. Comment ça a été reçu, ça? C'est les termes qui sont pas qui sont innovateurs. Parce que cohabitat, effectivement, ça n'existait pas au Québec. C'est déjà prévu dans les OGAD. Présentement, ils le mentionnent, le coopérative, cohabitat. Donc, le terme a de plus en plus sa place. Le défi présentement, c'est qu'il y a sa place, mais il n'y a pas sa définition. Il y a de la définition finlandaise, de définition américaine, de définition canadienne. Donc là, on est dans la définition. Variation sur le thème. Et avec les orientations des OGAD, les fameuses OGAD, il va falloir que des fonctionnaires se penchent et définissent clairement c'est quoi un cohabitat. Donc, on est là-dedans présentement. Mais je veux quand même te dire que l'innovation dans le terme, mais pas dans la façon de faire. En Gaspésie, mais je l'ai souvent dit, moi, je suis certain que les coopératives Desjardins ont été créées par M. Desjardins après un voyage d'été en Gaspésie, parce que la coopération, elle est intrinsèque ici en Gaspésie. Ce qui fait que même si on n'utilisait pas le mot cohabitat, on a un écosystème, on a un genre de mode de vie qui est très collaboratif. Les coopératives, c'est à la base du développement de la Gaspésie. Oui, point. Clairement. Puis il y en a aussi dans les cantons de l'Est. De concepts de coopérative, on n'a rien inventé, donc on n'est pas innovant. L'innovation vient dans le terme, dans la définition de se dire, une fois que je suis en coopération, y a-t-il moyen aussi de coopérer dans des communs, dans des mobiliers communs. Exemple, en Gaspésie, contrairement peut-être dans d'autres régions, on sait que, en tout cas chez nous, quand on veut, chez nous, plusieurs personnes, on a besoin de chambres de débordement. Quand est-ce qu'on a besoin de chambres de débordement? C'est l'été. C'est rare qu'on vienne nous voir à Noël. On va souvent à Noël en quelque part, parce que nous, ça ne nous dérange pas de conduire peut-être à 132 avec un risque de tempête. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais on a souvent quand même un débordement l'été. Donc, pourquoi s'acheter une maison avec une chambre ou 2 de débordement au cas que pendant l'été, pas au cas. Quand l'été, dans le fond, la famille, puis la parenté, puis les amis viennent nous voir. Fait que je me dis, mais ça, c'est une belle occasion dans le cohabitat, ici, quand on a implanté la réflexion ici à Gaspé, d'avoir une maison avec 2-3 chambres, 4 chambres de débordement. Donc, on se paye un collectif à la gang, nos chambres de débordement. On a une gestion de calendrier, on a une gestion du vivre ensemble. On est dans un voisinage participatif.
Donc, on a tout à réapprendre ça, mais avec des infrastructures qu'on va se payer en commun, parce que moi, me payer ma chambre, 2 chambres de plus dans ma maison pour répondre à mes besoins réels d'été. Qui dure un mois, Qui dure un mois, des fois 2 mois, ou échelonné pendant 3 mois, mais pendant 3-4 fois. Mais c'est un bel exemple là, de commun partagé collectivement. On parlait de Weed Eater tout à l'heure, des tondeuses. On parlait du robot culinaire, ça devient le robot culinaire. Ça sera ce qu'on voudra. Que ça soit aussi de partager des compétences. Moi, si dans mon groupe de 12 ou 18 unités, j'ai la compétence à réparer les vélos, j'ai un atelier collectif de vélo, est-ce que tout le monde, on se paye les choses, puis à un moment donné, dans l'humain, on va se partager les connaissances pour que je partage ma connaissance. Toi, tu peux réparer les vélos, un autre va réparer le robot culinaire ou la tondeuse, par exemple. Exactement, ou je vais t'apprendre à réparer le vélo parce que ça, c'est simple, comment entretenir. Donc, il y a vraiment ce qui se fait normalement dans les écoles, dans nos sociétés. Au niveau de la ville, la MRC, ça a été reçu avec enthousiasme? Au début, avec besoin de comprendre, clairement. En tout cas, ils n'étaient pas fermés à l'idée au début. Non, comme c'est là, parce que le sens de ça vient sur la communauté participative. Tu sais, dans le fond, c'est des communautés intentionnelles à voisinage participatif. Ça, c'est le thème dans lequel le cohabitat, là, c'est la base dans tous les cohabitats. Donc, les gens d'affaires ou les gens d'urbanisme ici étaient conscients qu'il y avait un naturel possible. Il y avait des contraintes réglementaires. Il y avait un schéma d'aménagement qui prévoit, il a été écrit là, peut-être une vingtaine d'années, qui devient, moi, si j'avais à proposer une densité, si c'était pour faire des unités touristiques, j'aurais pas les contraintes que j'aurais. Parce que le schéma prévoit, si je suis une entreprise touristique, puis il y a des exemples ici en Gaspésie et même sur notre territoire, que si j'ai un usage touristique, les règlements d'urbanisme actuellement, il y a plus de facilité. Mais là, moi, j'étais dans une situation de crise où est-ce que j'avais pas le goût présentement de travailler dans une démarche touristique. On avait le goût de répondre aux besoins de la communauté qui était d'avoir du logement. Et pas du logement où est-ce que de octobre, combien de jeunes nous disent moi, de octobre à mai, j'ai un logement, mais à partir de juin, juillet, août, je dors dans mon char, ou je dors dans ma tente, ou je dors dans le fond de la cour d'un de mes amis, parce qu'il n'y en a pas de logement 12 mois. Il y a du logement, présentement, 8 mois. Fait que là, on facilite davantage le développement de logements touristiques que du logement en tant que tel? Actuellement, le schéma favorise ce genre de développement-là. Et là, on est à la révision du schéma. Puis avant de réviser le schéma, on savait que ça s'en venait le 1er décembre 2024. On ne savait pas quand. Là, on le sait, depuis le 1er décembre 2024, on appelle les OGAT, les orientations. Ça, c'est là, on est en train de tomber dans le trou du lapin. Moi, je pense qu'il va falloir prévoir qu'on vienne, parce qu'on est en train d'apprendre ensemble, collectivement. Quand je dis ensemble, c'est qu'il y a quand même 5% seulement qui ont le goût de comprendre ça. Parce que c'est 5% qui est sans but lucratif. Oui, mais en même temps, c'est parce que c'est peut-être par là que va passer justement l'avenir de l'habitation dans des régions comme la Gaspésie, où justement, il faut avoir des salaires de fous pour pouvoir se payer une nouvelle maison. C'est la prétention qu'on a présentement. Quand on parlait de moyens, on pense que de réfléchir ensemble, on va réussir à quelque chose. Donc là, si je comprends bien, là, au niveau MRC, Ville de Gaspé, en tant que tel, vous avez fini par trouver des terrains d'entente? Oui, parce qu'il y a une résolution là, qui date là, de mars ou d'avril de l'hiver passé. Et puis, en 2026, l'hiver 2026, il y a une résolution qui a été adoptée par le Conseil qui demandait à la MRC de faire un amendement, de faire un ajustement à son schéma d'aménagement pour permettre l'implantation de ce cohabitat-là à Sandy Beach, dans lequel on avait investi des professionnels en urbanisme. Et qu'on a présenté une demande formelle à la ville, qui, elle, s'est dit, moi, ça nous tente, on a le goût, le conseil municipal s'est penché sur ça. Donc, puis on dit, oui, on veut. Appui de la ville. On veut, mais on ne peut pas le faire. Là, ça se rend, donc, appui de la ville, ça, c'est correct. Là, il y a une demande à la MRC, donc, réaction de la MRC? La MRC, elle accueille favorablement. On a des rencontres avec les gens de la MRC qui nous disent intéressés à faire des modifications avec une commande claire d'une résolution de la ville de Gaspé. Donc, ça passe au niveau de la ville, ça passe au niveau des préfets de la MRC. C'est l'étape suivante. L'étape, c'est que les fonctionnaires ont le mandat de valider avec le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
qui avait, elle, l'obligation de comprendre les ORGAT, les orientations du gouvernement en aménagement du territoire. Et c'est là, c'est gros, ça, là. Ah oui, ça, c'est une machine. Oui. Fait que je m'imagine les experts du MAMACH qui se disent, c'est des professionnels, sûrement des urbanistes, sûrement des aménagistes qui travaillent, c'est une équipe, là, c'est des professionnels. Puis que là, ils se sont fait donner une orientation politique, puis là, ils doivent la mettre en application, puis de dire à leur MRC qui ont, eux autres, l'obligation de se faire des schémas, d'harmoniser les schémas en rapport avec des orientations du gouvernement le 1er décembre 2024. Fait que ça se fait pas comme ça. Non, on est là-dedans. C'est pour ça que je viens ce matin pour arriver à se dire, on n'en est pas à notre première rencontre parce qu'on a besoin de garder la communication ouverte. Clairement, on se fait dire par la MRC qu'il y a des rencontres présentement avec les experts du MAMACH pour arriver à harmoniser. Puis, les dernières conversations, c'est qu'il y avait les OGAT, la compréhension que les experts du MAMACH faisaient présentement était que les OGAT ne permettaient pas cette flexibilité-là dans laquelle la Ville avait demandé. Ouais. C'est là qu'on est... C'est là qu'on est aujourd'hui. Hein. C'est ça, justement. C'est parce que là, évidemment, tu sais, j'ai quand même fouillé un petit peu avant de te rencontrer, n'est-ce pas? Devoirs. J'ai fait quelques devoirs parce que il faut comprendre que c'est cette fameuse histoire de orientation gouvernementale en aménagement du territoire, communément appelée OGAT, c'est comme une volonté gouvernementale de réussir à plaquer sur l'ensemble des régions un genre une série de réglementations pour toutes sortes de choses. Là, on parle par rapport au bruit, par rapport à la distance des maisons ou des habitations, par rapport au chemin de fer. C'est par rapport à l'optimisation de l'utilisation des différentes infrastructures publiques. Ouais. Qu'on pense à l'eau, qu'on pense à l'électricité, qu'on pense les égouts, etc. Et ça, donc, il y a une volonté, mais moi, ce dont je me suis rendu compte... parce que c'est des engins de recherche et l'intelligence artificielle, c'est absolument génial là-dessus, que c'est pas compliqué. Il n'y a pas une MRC à travers le Québec dans son ensemble qui est confortable avec la façon dont on a essayé de plaquer un modèle uniforme pour tout le monde. Tout le monde a ses particularités. Je regarde par exemple dans le coin de Grande-Rivière, entre autres, il y avait des volontés de développement immobilier, mais étant donné qu'il y a le chemin de fer qui passe à travers, ça faisait en sorte que ça bloquait toute possibilité de développement immobilier. Il y a toutes sortes de... À Gaspé, qu'on regarde par exemple, il y a une garderie qui a été construite à côté du chemin de fer. C'est à moins de 30 mètres. Ce qui fait que tout le monde a ses particularités. Et vous êtes une particularité d'ailleurs à ce niveau-ci. Et là, c'est ça. Moi, j'ai reçu en tout cas la lettre d'Océane Brochu, donc la présidente de Côtois, qui disait que là, face à toutes les contraintes au niveau du... on parle de quoi? Réglementaire, urbanistique, financière et la cerise sur le sundae, les fameuses orientations gouvernementales, que vous aviez grosso modo laissé tomber l'idée de développer le terrain à Sandy Beach. Sur ce terrain-là. Donc, sur ce terrain-là spécifiquement. Est-ce que le projet est mort pour autant? Clairement pas. On a eu justement, ça a été quand même mouvementé. Là, il doit y avoir un sentiment on a mis 2 ans, quand je dis 11, c'est qu'on était plusieurs, à avoir mis du temps, la réflexion. On a mis de l'argent. Il y en a qui ont investi là, 5 000 $ pour pouvoir se payer en groupe, encore là, l'économie d'échelle. Au lieu de payer un urbaniste à 30 000 $, on a payé un urbaniste à 30 000 $, mais divisé par 6 personnes. Donc, ça revient moins, ça nous permet d'avoir un moins grand impact au niveau économique. Donc, on a réfléchi ensemble là-dessus et la Ville, présentement, c'est là qu'elle demandait au schéma de faire des modifications parce que vu qu'on était un usage résidentiel, on n'a pas le droit, sur le bord de la 132, de construire plus que 3 ou 4 portes. Dans le règlement sur la rue dans lequel on était, on pouvait construire... Vous êtes loin en arrière. On peut être loin en arrière, mais on demeure pas moins que le règlement municipal, si on veut avoir un usage résidentiel, à moins d'avoir une modification au schéma, ne permettait pas à la Ville d'accepter un projet communautaire ou un projet à but lucratif, mais il ne le permettait pas. Donc, on avait une bonne volonté, des bons messages, des intrants par nos élus municipaux, par des fonctionnaires municipaux. Mm-hmm. On avait aussi une belle écoute au niveau des fonctionnaires de la MRC.
Mais présentement, on est bloqué à l'écoute ou à la possibilité de parler aux experts du MAMASH. Donc, là, on est rendu beaucoup plus rendu au niveau du sous-ministre. C'est vraiment eux autres qui ont, avec cette patate chaude-là ou avec ce projet d'orientation. Ça prend du temps avant que ça réagisse, hein? On est dans le processus, on est présentement en élection. C'est pour ça que je viens ce matin aussi, pour arriver à mettre la table avec la campagne électorale qui se place présentement, qui est dedans. On est dedans officiellement. Mais je me dis, on a septembre, octobre avant les élections. Puis je pense qu'il y a moyen de faire réfléchir nos élus, ceux qui seront justement nos représentants, qu'ils soient un gouvernement minoritaire, majoritaire. On pourrait avoir un député qui n'est pas au gouvernement. Moi, je pense que l'immobilier, c'est un système générique. On a tous des enfants, on a tous le goût que ce ne soit pas juste grâce à notre héritage ou à notre patrimoine familial que notre enfant va être capable de pouvoir avoir sa propre maison ou son propre logement. Parce qu'on n'a pas nécessairement l'intérêt de faire que de l'immobilier propriétaire. On peut faire de l'immobilier locatif. Donc, présentement... Mais on peut en faire du coopératif aussi. Puis là, on est dans le volet coopératif parce qu'on pense qu'il y a un hybride entre les deux. En attendant, il y a beaucoup de communautés à travers le monde, surtout dans les secteurs nordiques. On parle des pays scandinaves, on parle aux États-Unis, mais plus au niveau du nord des États-Unis. Il y a comme une opportunité présentement avec des success stories, avec des situations immobilières qui ont pris place puis qui ont été à succès, à coopérer dans les communs, qui est l'élément dans lequel il nous coûte le plus cher. C'est d'avoir justement tout le kit des outils pour réparer notre vélo, tout le kit des outils pour faire notre menuiserie, mais que je me sers plusieurs fois de la drill, mais une fois du planeur ou une fois de la scierie, parce que là, on a du bois. Tu sais, il y a comme une genre de... C'est pas un retour aux sources, là, de juste de continuer ce volet-là. C'est une autre approche économique par rapport à une situation, dans la situation. Puis il y a moyen de la présenter dans le cadre de la campagne qui s'en... Mais là, OK, bon, là, ce que j'en comprends, c'est Ville, c'est bon, MRC, c'est bon. Là, ça semble un peu constipé au niveau des fonctionnaires. Pas moi qui le dis. Et là, il y a des élections qui s'en viennent, donc vous allez continuer de pousser de ce côté-là. C'est le souhait. Là, c'est le souhait, mais est-ce que c'est pour continuer d'essayer d'y aller du côté de Sandy Beach, ou est-ce que vous êtes en train de regarder d'autres possibilités? Parce que là, j'imagine que, Sandy Beach, c'est une option. Est-ce qu'il y a d'autres options qui sont sur la table? Bien, présentement, les options qu'on regarde depuis 3 semaines, là, ça fait 3 semaines là, qu'on a identifié la situation. On va présentement, le mandat que j'ai comme coordonnateur, c'est d'aller rencontrer des promoteurs immobiliers qui ont des terrains à vendre dans les zones qui sont actuellement permises dans les règlements actuels. Là, on parle de... est-ce qu'on a le droit d'identifier ces terrains-là? À Gaspé, il y a des promoteurs immobiliers qui font du développement actuellement, qu'on a rencontrés. Donc, on va attendre de finaliser les volontés. Mais il y a une ouverture. Clairement, j'ai eu des réponses positives par des promoteurs immobiliers ici à Gaspé et même des promoteurs immobiliers à Rivière-Nord. Donc, on est en train de finaliser des ententes, des communications qui vont nous permettre de démontrer que c'est pas juste parce qu'on est sans but lucratif que les gens veulent ça. Parce que les promoteurs veulent pas, eux, ils veulent faire une scène avec ça. Là. Comme une entreprise sans but lucratif veut faire une scène aussi. La différence, en gros, tout à l'heure, on n'a peut-être pas précisé, c'est que pour moi, une entreprise, un entrepreneur social, il vise à enrichir un patrimoine social. Puis le patrimoine social, en générant des revenus, va créer un salaire. Puis ce salaire-là va permettre la pérennité de la mission. Puis là, le salaire, s'il est équitable, il va être en mesure de pouvoir se payer des REER ou un fonds de pension. Comme tout fonctionnaire, comme tout bon travailleur d'une entreprise, qu'on dit des bons emplois, des bons emplois. Mais il y a moyen d'avoir des bons emplois avec des bons salaires, même dans l'économie sociale. C'est malheureusement faux de penser que ça se fait pas, mais c'est quand même dans nos perceptions populaires de penser que dans une OBNL, c'est pas payant, puis je vais aller travailler à la fonction publique parce que je vais avoir un bon salaire. Donc, moi, je suis à cette étape-là présentement avec l'immobilier, qui est un modèle lucratif, très lucratif, où est-ce que les entrepreneurs à but lucratif génèrent des profits pour nourrir leur patrimoine familial.
Mais là, moi, ce que je propose, c'est de générer des entreprises qui vont générer un patrimoine social qui, par le besoin de la pérennité, l'emploi qu'il aura généré sera pour pouvoir générer à l'employé, aux employés, un patrimoine familial. Je vois juste une coche à l'avance et on pense que cette coche-là en avance va permettre de réguler un peu la bulle spéculative dans l'immobilier dans lequel on vit. Ça, c'est mon hypothèse. Puis c'est ça d'ici 2-3 ans ou 3-4 ans. Mais j'ai confiance pour l'avoir vécu dans l'économie sociale, les entreprises. Moi, les entreprises d'économie sociale dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai eu des conditions comparables à mes amis puis aux gens que je connaissais dans ma profession, que ce soit dans la fonction publique ou dans la fonction privée. J'ai toujours réussi à avoir des emplois dans l'économie sociale qui m'ont donné une qualité de vie, qui m'a permis même de pouvoir me payer un fonds de pension, me verser un salaire, qui fait que j'ai encore le goût de continuer à œuvrer dans ce genre de modèle d'affaires-là. Fait qu'on te reçoit dans la période électorale? Bien, c'est sûr que je vais On va poser des questions aux députés ou aux aspirants. Bien, clairement, si Télégaspé peut devenir une fenêtre de communication ou un lien de communication, bien, pourquoi pas, si vous êtes intéressé à ça. Moi, je me dis, présentement, j'ai la volonté qu'ensemble, on trouve des solutions collectives à la crise de logement. Puis ça, j'ai l'impression que c'est un dénominateur commun, là, que tout le monde veut ça. Stéphane Brochu, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Stéphane Brochu, donc, c'est coordonnateur pour c'est vraiment mais super intéressant comme concept, justement, cette coopérative d'habitation. L'idée, c'est pas c'est pas compliqué, là. On n'arrête pas de dire qu'il y a une problématique au niveau du logement, à quel point c'est difficile de trouver quelque chose, et ainsi de suite. Bref, pour le moment, on comprend, au niveau de la ville, il y a de la bonne volonté, au niveau de la MRC, il y a de la bonne volonté, et ça bloque au niveau des fonctionnaires à Québec. Fait que les élections s'en viennent prochainement. Très certainement qu'on va en rediscuter de ce fameux projet Côtois et de cette solution innovante, donc de pouvoir mettre en commun des ressources pour se loger.